Bonjour à tous. Ils sont une part importante de la culture française. Ils sont le fantasme des étrangers et des touristes. Ils sont présents à tous les coins de rue. Ils sont nos endroits préférés pour nous rencontrer, nous amuser, voire même nous aimer. Mais depuis plusieurs mois, ils sont fermés et ils nous manquent. Eux, ce sont ce que les autres appellent des restaurants, des bars, des cafés. Pour nous, ce sont nos lieux de vie. Pour nous, c'est la France, c'est l'ADN de notre art de vivre. Sauf que depuis quelques mois, le pays dans lequel nous vivons ne ressemble plus du tout à la France que tout le monde nous envie. Et d'ailleurs, quand on y pense, que serait notre beau pays sans ses terrasses, ses comptoirs en zinc, son menu à la craie sur les ardoises, ses gastronomies étoilées, ses garçons de café bougons et ses jolies serveuses arrogantes? Oui, je tombe un peu dans les clichés, mais avouez que même ça, les clichés, eh bien, ça manque. Alors, je lis ici et là que plus rien ne sera comme avant. Très bien, pourquoi pas ? Mais comment l'art de vivre à la française, dont un des piliers est sa table, sa gastronomie et tout ce que cela implique, comment donc cet art de vivre, qui est la référence mondiale, peut-il se décliner dans un monde masqué qui nous distance socialement ? Il va bien falloir faire quelque chose. On ne va tout de même pas attendre indéfiniment le retour d'une vie qui s'éloigne de plus en plus. Alors, est-ce que ce ne serait pas le bon moment de prouver que l'art de vivre est plus fort que le virus mortel ? C'est une des questions que je vais poser à mon invité maintenant. Jérôme Chabanel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président du groupe Pacala qui possède de nombreux établissements de restauration. Ça va de la crêperie aux grands restaurants. Alors, on va en citer quelques-uns. Monsieur K, la crêpe au carré, les jardins du Pont-Neuf, la Pérouse, un moment. Alors, la Pérouse, j'ai revendu la Pérouse l'année dernière. D'accord, mais bon, vous connaissez bien l'établissement. Tout à fait, je l'ai tenu pendant 11 ans. D'accord, donc en tout cas, vous connaissez parfaitement le monde de la restauration et donc vous êtes une des personnes les plus concernées par la situation que l'on est en train de vivre actuellement. Et d'ailleurs, quel est votre état d'esprit après presque 10 mois de fermeture en ce moment ? J'imagine que comme tout le monde, il y a eu la surprise, et après il y a eu l'attente, et puis après on ne savait pas trop. Maintenant, c'est quoi, la colère, c'est quoi ? C'est la 4e dimension. Ah. Vous êtes peut-être un peu trop jeune, mais moi je m'en souviens, quand j'étais jeune, il y avait une série, La 4e dimension. Oui. C'était des gens qui vivaient, qui d'un seul coup s'apercevaient que leur réalité avait complètement changé. Aujourd'hui, c'est ce que je vis. Un mélange entre anxiété et calme. Donc c'est des angoisses permanentes et en même temps, en effet, on est en stand-by, dans un autre monde. C'est-à-dire que selon les nouvelles, les annonces, vous passez d'un peu d'espoir à un ras-le-bol. Oui, on passe à de l'énergie, allez, on refonce, on essaye de reconstruire pour la réouverture, et en même temps, des fois, on se sent paralysé, on est forcément très angoissé, on passe des fois des mauvaises nuits. Alors après, on en passe des très bonnes journées en même temps quand il fait beau de temps en temps, mais c'est un no man's land, un état très très bizarre que j'ai jamais vécu. Oui, que personne n'a vécu. Que personne n'a vécu. Alors, mais qu'est-ce qui est le plus dur à gérer pour vous actuellement ? C'est quoi ? C'est le financier, c'est l'humain ? Parce que quand on a plusieurs établissements comme le vôtre, vous avez combien d'employés à peu près ? Aujourd'hui, j'en ai plus que 80. Mais quand ça fonctionnait normalement ? On avait 140 en CDI et on arrivait à des pics de 170, 180 avec les extras selon les... Alors actuellement, là, c'est quoi ? C'est le financier, c'est l'humain, c'est le futur. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous à gérer ? Les trois, monsieur le général, entre guillemets. Ce qui m'inquiète le plus anxiogène, c'est l'humain. Forcément, on est un métier d'humain, c'est dans notre ADN. Et c'est vrai que le fait que, entre guillemets, mes hommes et mes collaborateurs soient touchés aussi profondément dans leur propre émotions internes, dans leur propre réalité me touche énormément. Alors, l'urgence aujourd'hui, c'est le financier, c'est comment tenir et maintenir à flot le bateau au niveau financier. C'est vrai que c'est très très dur, même si on a des subventions, d'ailleurs qu'on ne touche pas forcément en temps et en heure, et c'est relativement difficile ça, mais mon groupe, là aujourd'hui, perd à peu près 100 000 euros par mois. Donc c'est vrai qu'il faut garder le cap, il faut en effet continuer à soutenir nos salariés dans leurs besoins, les entreprises dans les besoins, et voilà. Donc c'est très, très difficile. Alors, pardon Jérôme, je le disais en préambule, vous avez des établissements qui sont très différents et en production, ouais. Enfin dans l'offre, mais également dans les surfaces, c'est-à-dire que vous avez des établissements sur la Seine, d'autres dans des petits coins de Paris ou même ailleurs. C'est plus difficile pour quel type d'établissement ? Alors, aujourd'hui, c'est plus difficile sur des établissements avec des forts loyers. Alors, on en reparle de moins en moins, mais c'est vrai que ça a été un sujet très important. Le loyer est très important. Alors, ça dépend des régions, parce que j'ai des restaurants dans la région lyonnaise, j'ai des restaurants dans la région de Tours, et j'ai bien sûr des restaurants
intrinsèques à Paris ou dans l'Île-de-France, comme à Pantin, etc. Donc tout dépend des loyers. Les subventions qu'on reçoit, souvent, ne couvrent pas les très gros loyers. Donc là, on est obligé, en effet, de subventionner personnellement ou avec les bénéfices qu'on peut tirer de d'autres activités pour soutenir l'économie de ces restaurants. Donc le loyer est très difficile. Et structurellement, par exemple, mes lieux comme les Jardins du Pont-Neuf, qui sont un lieu événementiel, eux ont été fortement touchés parce que maintenant, ça va faire 1 an qu'on est fermé à 100%. Que des restaurants comme Joalen, que j'ai repris en février l'année dernière, qui est un restaurant dans les Halles, a pu rouvrir ses portes entre 2 confinements. Donc ça a redonné une bulle d'oxygène financière et même humaine à ce restaurant-là. Mais justement, ça c'est une question que je voulais vous poser. Cette réouverture, fermeture, ce stop and go, c'est quand même malgré tout, mais là vous me dites que ça vous a permis de respirer un petit peu pendant 3 mois. Mais c'est compliqué. Est-ce que c'est pas un mal pour un... Enfin, est-ce que c'est pas un mal pour un bien ou un bien pour un mal? Comment on peut le... Est-ce que vous êtes prêt à le renouveler Non, voilà, oui. Ça c'est sûr. Alors, ce qu'on a vécu, on l'a vécu. Très difficile de dire ce qui serait passé de ce qu'on n'a pas fait. Donc voilà, on l'a fait comme ça, tous ensemble, parce que le gouvernement l'a décidé et on l'a, entre guillemets, subi. Ça a redonné quand même une petite oxygène. Ce qui est sûr dans le futur, pour moi, et je parle un peu pour mes confrères, je pense qu'ils sont dans le même tempo que moi, on ne veut plus de stop and go. Ça, c'est vraiment horrible de devoir fermer, réouvrir, fermer, rouvrir. Horrible, nerveusement, psychologiquement. Ouais. Fermer un restaurant, c'est très dur. Rouvrir un restaurant, c'est très dur. Surtout là, après une période de 6 à 7 mois, 8 mois, on ne sait pas quand on va rouvrir. J'espère que vers, entre guillemets, mi-avril, mi-mai, on va quand même pouvoir réouvrir nos établissements. La réouverture de ces restaurants-là et de mes restaurants vont être excessivement compliquées. C'est comme si c'était une ouverture, entre guillemets, nouvelle. Ah oui, donc c'est comme si vous aviez 10 nouveaux restaurants et que vous alliez ouvrir 10 nouveaux restaurants. Le même jour, à la même heure. Ouais, quand on sait comment c'est compliqué d'en ouvrir déjà un, on imagine 10, quoi. Bah oui. Là, on parle alors de l'aspect structurel du mode de fonctionnement de vos établissements. Vis-à-vis de votre clientèle, est-ce que vous essayez de conserver le lien? Est-ce que vous avez créé des newsletters? Est-ce qu'il y a des groupes? Est-ce que vous essayez est-ce qu'eux prennent des nouvelles de vos nouvelles? Est-ce qu'ils vous demandent comment ça va ou non, on attend chacun dans son coin et on attend que tout repasse? Enfin, comment ça se passe? Alors, tout dépend aussi des restaurants. Il y a des restaurants à forte valeur, entre guillemets, intuitu personae ou sur le logo, comme Joalen, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un restaurant historique sur lequel il y a vraiment des clients qui sont là depuis 20 ans, 30 ans avec nous. Prennent des nouvelles avec mon directeur et mon manager. On essaie de donner des petites nouvelles sur Instagram, mais c'est vrai que comme on n'a pas de visibilité, c'est excessivement compliqué de leur parler. De leur parler pour leur dire quoi? Qu'en ce moment, on ne se sent pas très bien, qu'on va bientôt rouvrir. Voilà, quels sont les sujets? Oui, parce que si vous leur dites qu'on va bientôt rouvrir, vous vous demandez quand? Et vous n'avez pas la réponse. On va répondre la même chose que Macron, on ne sait pas. Alors là, on voit que de nombreux restaurateurs essayent de diversifier un petit peu leurs activités avec principalement de la vente à emporter. J'ai vu également qu'il y en a qui vendaient des produits locaux, qui se servaient de leurs établissements pour vendre des produits locaux. Il y en a qui font des menus à la demande, qui s'associent avec des supermarchés pour proposer des plats. On est d'accord que c'est pas viable. Ça, quand on voit le coût du fonctionnement d'un restaurant, c'est quoi? Ce sont des fausses bonnes idées? C'est l'énergie du désespoir? Ou c'est juste pour essayer de conserver une activité? Comment vous interprétez ça? Alors, moi, j'ai pris la décision de pas de développer de vente à emporter sur mes restaurants. J'en faisais pas avant, du moins pas significativement, excusez-moi, pas le pourcentage de chiffre d'affaires lié à la vente à emporter. C'était de la dépanne un tout petit peu, etc. J'ai décidé de pas de la développer parce que j'ai des confrères qui le font depuis des années, qui ont acquis une part de marché, qui ont un savoir-faire. C'est un autre métier, faire de la vente à emporter, par rapport à la restauration. D'ailleurs, souvent, dans un restaurant, si on fait de la vente à emporter, on a entre guillemets ce qu'on appelle une chaîne de production un peu séparée pour pouvoir produire la vente à emporter à côté. Donc c'est un autre savoir-faire et c'est surtout un autre système de vente via des réseaux, via des partenaires sur lequel il faut savoir le faire et avoir entre guillemets une ancienneté de référencement. Après, mes confrères qui le font aujourd'hui, en effet, je pense que la plupart perdent de l'argent. Par contre, non, ce n'est pas des fausses bonnes idées, parce que là, aujourd'hui, il faut tenir nos entreprises financièrement, mais aussi moralement, tenir le coup. Et si, pour tenir le coup, ils ont besoin de produire un peu à perte et de garder le contact avec leur clientèle, très bien. Vous êtes en train de me dire qu'en fait, ils le font plus pour leur tête, pour leur psychisme, pour se dire qu'on est utile? Je pense que la plupart, oui. Ouais. Surtout quand il n'y a pas un produit
vraiment identifiant. Ce que je veux dire, c'est que si on fait du burger et de la pizza ou du sushi, ça fait déjà 10 ans qu'il y a des grands partenaires professionnels et des grands confrères professionnels qui le font très bien. Alors, Jérôme, si, comme beaucoup de gens le disent, il va falloir apprendre à vivre avec ce virus, comment ça va se passer? Parce qu'on est bien d'accord que travailler avec juste 30% de capacité, travailler avec juste 2 serveurs masqués, avec des plexis qui séparent les tables, c'est un autre métier. Non, mais c'est surtout, ça ne correspond pas du tout à ce que désirent nos clients et ce que nous, on désire, déjà. Oui. Donc, pour moi, c'est impossible. Alors, il est peut-être possible de garder à terme des nouvelles règles, mais par exemple, le masque, non, c'est pas possible d'arrêter de sourire, que le client ne puisse pas voir nos sourires. On est dans un métier d'accueil. De convivialité. Donc, de convivialité. Donc, c'est impossible de garder certains critères. Donc ça, déjà, il n'y a pas de désir, entre guillemets, de volonté de nos clients et de nous-mêmes de vivre une autre chose que celle-là. Et après, il va y avoir de toute façon des contraintes économiques. On a signé, et je reviens, excusez-moi, sur les loyers, on a signé des baux avec des loyers pour un certain nombre de mètres carrés qui correspondaient à un nombre de couverts. Si on garde les 1 mètre, moi par exemple, sur un de mes restaurants, une crêperie à Lyon, je perds 200 couverts le midi, le samedi. Je ne vais pas pouvoir continuer à perdre 200 couverts tous les samedis midi pendant 10 ans. Ce n'est pas possible, à moins de réévaluer peut-être mon loyer. Mais c'est pas, je pense que mon bailleur ne sera pas d'accord. Alors là, justement, on est en train de parler tout doucement de l'art de vivre à la française, c'est-à-dire sa convivialité, son partage, son accueil. Alors, avant d'attaquer vraiment ce morceau-là, ce que je vous propose, c'est on va regarder un petit sujet qui recontextualise et qui donne un peu la définition de ce qu'est notre art à la française. Et on se retrouve juste après. On regarde. Super. La plupart du temps, la France représente la culture du bon vivre. Et elle ne s'en cache pas. L'image du Français qui boit son verre de vin et mange sa baguette avec du fromage est finalement loin d'être un cliché. Reconnue pour sa gastronomie de très grande renommée, la France joue sur ses atouts pour plaire et ça marche. Restaurants, brasseries, bars, boulangeries, la France régale. Mais avec l'arrivée de la pandémie de coronavirus, beaucoup d'établissements sont fermés. Les Français se contentent d'une bière du supermarché au lieu d'une pression servie en bar et se privent des sorties au resto. Est-ce que les Français pourraient continuer à vivre dans ces conditions ? Avec cette crise, les Français ont véritablement saisi l'importance de leur patrimoine et à quel point ils y étaient attachés. Et ce patrimoine, il plaît aussi hors des frontières tricolores. Nombreux sont les Français qui exportent leurs talents à l'étranger afin de monter leur propre affaire. Boulangerie, bar, brasserie, le côté French Touch plaît autour du monde. Comme à New York, où Dominique Anzel possède une des boulangeries les plus réputées de la ville. Ses créations épatent les habitants de la Grosse Pomme, notamment avec son Cookie Shot, un cookie en forme de verre avec du lait rempli jusqu'au bord. Une inventivité typiquement Frenchy qui rappelle la maîtrise de nos ouvriers préférés, véhiculant une cuisine généreuse et qui se partage. Tout ça, ça m'a donné faim. Maintenant, on n'a qu'une seule hâte, retrouver notre quotidien d'avant-pandémie pour faire toutes ces choses qui nous manquent tant, notamment d'aller au restaurant, dans un bar et même si on est fou, faire la fête. Alors Jérôme, c'est la fin de l'art de vivre à la française ou c'est juste une pause selon vous ? Pas du tout, une pause. Oui. D'abord parce que je pense que quand on met des interdits ou quand on frustre des clients ou des consommateurs sur une chose, quand on rouvre les portes, ça recrée encore plus de joie et plus d'envie de venir. Ouais. Et notre art de la française, elle est dans notre ADN. C'est pas comme si, en gros, l'art de la gastronomie date de 20 ans. Oui, c'est pas une posture. C'est pas une posture. Ouais. En gros... l'art c'est la France. Oui, parce qu'à un moment, on peut imaginer aussi que cet art de vivre à la française, c'est un peu un slogan marketing pour les touristes. Non, vous considérez, c'est quelque chose que vous défendez dans votre activité, c'est une notion de valeur et de qualité que vous prenez véritablement en compte. Vous vous sentez investi d'une représentation française quand vous accueillez, et notamment évident. Avec les établissements que vous avez, beaucoup de touristes en plus. Bien sûr, ça c'est évident qu'on fait tous partie de cet accueil, mais pas que les restaurateurs, l'ensemble des Parisiens, des Français. Bon, je parle beaucoup des Parisiens parce que forcément on a beaucoup de touristes chez nous, mais que ce soit nos amis les taxis, les hôteliers, les théâtres, l'ensemble des gens qui côtoyons les touristes, on représente la France, c'est évident.
Et vous n'avez pas peur qu'avec cette cassure-là, qui dure et qui dure et qui dure, maintenant ça va faire 1 an, vous n'avez pas peur que votre clientèle potentielle, les touristes, aient pris d'autres habitudes et quand on va revenir à la normale, la restauration, les restaurants tels qu'on les connaît, ça fait partie du temps d'avant, de la vie d'avant, et maintenant ils sont, justement, ils aiment bien aller chercher des plats préparés par des chefs qui vont manger chez eux entre eux. Non, vous n'avez pas peur de ça? Non, il faut l'étudier, on l'étudiait déjà, hein. C'était déjà des tendances, donc ça ne fait qu'affirmer certaines tendances. Les ventes à emporter, les nouveaux modes de consommation. Voilà. La cuisine chez soi aussi, hein. Les succès avec Top Chef et le succès des magasins, on le voit très bien, les magasins entre guillemets semi-professionnels qui vendent du matériel de cuisine, ça fait 3-4 ans qu'ils ont un énorme succès de vente. Les gens commençaient de nouveau à cuisiner de plus en plus chez eux. À se réapproprier. C'est vrai que là, le Covid et cette fermeture administrative fait que ça va accélérer, et ça a accéléré les choses. Donc à nous de nous réadapter par rapport à ça, et d'en tirer des conclusions. Ce qui va être très intéressant là par rapport à nos consommateurs, c'est que c'est la première fois dans toute l'histoire, je pense, de l'humanité, qu'on a stoppé aussi longtemps la restauration et qu'on a fermé. On va avoir du coup des consommateurs et des clients qui vont revenir avec un nouveau regard. Oui, mais enfin, vous n'allez pas être le seul à ouvrir. Tout le monde va rouvrir. Comment vous allez faire pour vous démarquer? La concurrence va être terrible. Ça va bouchonner un petit peu, non? Alors, je pense que ça va bouchonner sur plusieurs semaines parce qu'en effet, tout le monde va avoir au même moment envie de sortir. Ça, c'est évident. Mais bon, ça va se calmer en quelques semaines. Je ne crois pas au D-Day. Et beaucoup de gens disent que la rouverture, ça va être l'explosion pendant des mois et des mois. Je ne crois pas à ça parce qu'on le sait, le Covid sera toujours là. Hein, et donc, il y aura toujours des gens qui auront peur du Covid, de sortir, etc. Mais les premiers jours, il va avoir un goulot d'étranglement, c'est évident. Pas sur la qualité de l'offre, mais sur le fait que tout le monde veut sortir le même jour. Dans les semaines suivantes, ça va être entre guillemets, comme tout ce qui se passait pré-Covid, il va falloir être meilleur que les autres et prouver qu'on offre un bon service. C'est notre quotidien. Alors, il y a un livre qui s'appelle The Great Reset, qui a été écrit par Klaus Schwab, qui est le fondateur du Forum économique mondial, et qui annonce que 3/4 des restos vont fermer et que 86% des métiers de la restauration seront robotisés d'ici 2035. Qu'en pensez-vous ? Je ne connais pas non plus, mais les chiffres sont quand même très tristes et j'y crois pas. Sur la robotisation de notre métier, c'est évident que, comme dans tous les métiers, on va chercher des solutions à réduire un peu nos coûts de personnel. Hein. En gros, dans un restaurant, 32% de notre chiffre d'affaires est consacré à notre masse salariale. Et qu'on a des matières premières qui augmentent également. Donc c'est vrai que pour un chef d'entreprise comme moi, mon quotidien, c'est quand même d'essayer de chercher de la rentabilité sur mon métier, qui en a de moins en moins. Hein. On a à peu près des rentabilités à 8%. La robotisation, entre guillemets, trouver des manières de produire plus vite en cuisine, oui, on va essayer de les trouver. Après, quoi, comment, aujourd'hui, j'ai quand même toujours des hommes qui épluchent les pommes de terre pour faire des frites et je les cuis toujours dans une friteuse. Peut-être que si on me propose des solutions autres, je les adapterai. Par contre, je reviens, entre guillemets, à la non-possibilité de porter de masque et je ne crois pas, je crois que le sourire d'un vrai homme avec un grand H, parce que bien sûr, on a beaucoup de femmes à bord, c'est impossible de supprimer ça. Mais là, vous parliez de la masse salariale. Est-ce que on ne peut pas envisager à l'avenir un système à l'américaine où justement les serveurs seraient payés éco-service, au tips? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des services plus longs sur la journée? Est-ce qu'il ne va pas falloir quand même un petit peu ajuster et modifier ce qui se faisait avant, qui ne pourra plus se faire ou se faire difficilement, comme vous l'avez dit, parce qu'on aura toujours le virus? Est-ce que ce ne sont pas des pistes? Est-ce que... Moi, j'adorerais pour mes clients et pour moi, et pas forcément pour gagner la masse salariale, à ce que les tips, ce qu'on appelle les pourboires, hein, les tips, soient en effet... Ce qui fait dans les pays anglo-saxons. Voilà, soient obligatoires et soient une partie de la rémunération de mes collaborateurs. Ça serait formidable. Bon, je pense qu'on gagnerait tous là-dedans, aussi bien mes collaborateurs que, en gros, mes clients. Mais comme la façon dont vous me le dites, vous n'y croyez pas un instant. C'est le droit du travail, ça. Je ne suis pas sûr qu'en France, ils ont déjà beaucoup de problèmes, ils essayent de faire pas mal de choses. Je doute qu'ils arrivent à faire passer ce genre de loi et même qu'ils y pensent. Mais ça, c'était un exemple concret parce qu'on le voit ailleurs, mais vous ne pensez pas qu'il va falloir modifier certaines choses? Comme on le disait au début, un restaurant a un coût considérable, ça coûte très cher de faire tourner un établissement. Le virus, il faudra vivre et apprendre à vivre avec.
On l'a dit, il va falloir trouver des solutions. Quelles sont les pistes? Est-ce qu'à l'étranger, il y a des choses, vous avez vu, il y a des pistes? Est-ce qu'entre entrepreneurs, entre propriétaires d'établissements, vous parlez, vous échangez? Comment on peut faire? Alors j'avoue que je ne me déplace pas beaucoup en ce moment. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Non, mais c'est vrai que j'essaye sur Internet, on échange un tout petit peu, et puis je reparle encore de mon restaurant de Joalen, parce qu'il y a 3 restaurants, un à New York et un à Londres. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand les restaurants rouvrent, il y a beaucoup de clients. Donc ça, c'est sûr, ça se passe à Hong Kong, ça se passe à Londres, ça se passe à New York. Donc ça nous rassure sur la réouverture, du moins. Après, comment se réadapter? Comment réadapter l'offre? Pour l'instant, je n'ai pas vu de nouveaux modèles ou de nouvelles choses, des nouvelles idées qui tiltent. Tiens, ça va se passer comme ça. Je pense qu'on va de toute façon trouver une solution. Nos consommateurs ont envie de revenir. Nous, on a envie de les réaccueillir. On a l'habitude des mesures d'hygiène. On a un métier très contrôlé où déjà en cuisine et même en salle, on a beaucoup de réglementations et on les suit, etc. Donc, si on trouve des solutions, que ce soit des tests à l'entrée ou bon, bref, toutes les voies un peu qui sont aujourd'hui peut-être amenées sur la table avec nos syndicats et le gouvernement, on trouvera, je pense, des solutions où on va pouvoir garder un service humain et en effet festif et des mesures d'hygiène et de contrôle. Voilà. Alors Jérôme, on parlait de l'étranger, voir ce qui pouvait se faire ailleurs. Télésud est très présente en Afrique et donc notre correspondant au Togo, Nicolas Loulia, est allé voir un peu comment ça se passait pour les restaurateurs togolais. On regarde et on en parle. D'accord. Parmi les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire liée au coronavirus au Togo figure la restauration. Alors que les uns ont mis la clé sous la porte, d'autres tentent vaille que vaille de résister. C'est le cas du maquis Audace dans le quartier Nyekonakwe à Lomé. Silvio, le patron de cet établissement, vient de recevoir une commande par téléphone. Pour effectuer la livraison, il a fait recours au service d'un conducteur de taxi-moto. Grand patron, vous allez livrer à GTA, d'accord, Saram Assurance. Donc vous remettez le colis à notre cliente. Elle a commandé un pot de yaourt. Lancé en pleine pandémie du coronavirus, ce restaurant tourne au ralenti. Face à la rareté des clients, Silvio a donc opté pour une nouvelle stratégie commerciale, livraison au service et à domicile. Il fallait rentabiliser et donc trouver les moyens, les voies et moyens possibles pour permettre à ce que les clients puissent venir. D'où nous, notre stratégie. Pour rester ouvert, Silvio a décidé de travailler à perte, mais dans le respect strict des mesures barrières, lavage systématique des mains à l'entrée, port obligatoire des bavettes, distanciation sociale. Pour lui, c'est la seule alternative pour pouvoir s'acquitter ne serait-ce que des charges locatives. On est obligé de rester à la maison, nous aussi, alors que pendant ce temps, on payait le local, le loyer qu'on a pris, on le payait. On s'est dit, d'accord, on lance tout en exigeant aux clients de respecter les mesures barrières édictées par l'OMS et le gouvernement togolais. C'est le même son de cloche dans quasiment tous les restaurants de Lomé que nous avons sillonnés. Dans cette crèmerie située à Léo 2000, l'un des quartiers les plus prisés de la capitale togolaise, la clientèle a déserté. Seul à assurer le service, Rode, le propriétaire, doit se contenter désormais d'une dizaine de couverts quotidiens. Un manque à gagner dû aux mesures restrictives. Les clients ne viennent plus comme d'habitude, ce qui fait que les activités aussi sont au ralenti. Par conséquent, les économies ou bien les recettes que nous devons faire normalement sont aussi à la baisse. Si aujourd'hui, l'arrivée des vaccins au Togo est perçue comme un signe d'espoir, la crise sanitaire cependant est loin de connaître de sitôt son dénouement. Mais Silvio, lui, reste optimiste. Notre fort vœu, c'est que cela puisse se stabiliser et que ça puisse monter pour que nous puissions également entrer dans les fonds. Ce n'est pas une petite somme que nous avons investie ici. Notre fort vœu, c'est de pouvoir rentabiliser l'investissement que nous avons fait. Un cri de cœur, un message d'espoir pour sortir de l'impasse et combler les pertes. Jérôme, on entendait Silvio, le restaurateur, qui préfère ouvrir à perte. On comprend qu'il préfère voir son activité, même s'il ne se passe rien, mais au moins elle vit. Mais au-delà de l'aspect économique, que redoutez-vous le plus pour votre profession ? C'est vrai que la partie humaine, elle est très anxiogène. On ne sait pas comment on va revivre avec nos collaborateurs, avec nos clients. Il y a des dégâts un peu ? Il y a des vrais dégâts. Ouais. J'ai justement
moi, entre guillemets, perdu ma responsable financière, qui était une personne très importante, hein, parce que le calcul est important et il y a beaucoup de travail dans un restaurant, dans un groupe là-dessus, qui est parti suite, en effet, au Covid. Mais perdu moralement. Non, bien sûr. Non, elle a démissionné, voilà. Alors, maintenant, on va parler de quelque chose de compliqué. Là, l'avenir, il va falloir les deals avec les banques, avec les assurances. Ils vont mettre la petite clause Covid, la petite clause virus. Ça va être compliqué, ça aussi. Surtout qu'ils n'ont pas... Comment ils ont été présents? Est-ce que ça a été le point faible? Vous avez été accompagné par eux ou... Alors, tout dépend desquels. C'est vrai que, on revient sur AXA, parce que j'avais deux contrats, deux compagnies d'assurance différentes. AXA m'a résilié, en gros, parce qu'ils n'avaient plus envie d'avoir de restaurant, donc il a fallu retrouver des assurances. Mais vous n'avez pas indemnisé, en plus. Ils n'ont absolument rien indemnisé, donc je n'avais pas la petite clause qu'il fallait dans le contrat. Donc ça, c'est vrai que ça n'a pas du tout été partenaire. Ils ont été là quand il y avait de l'argent, et là, aujourd'hui, qu'il n'y en a plus, ils ne veulent plus de nous. Il y a certaines banques, cette semaine, j'ai le Crédit du Nord qui m'a abandonné et qui me demande le remboursement sous 2 mois de tous mes encours court terme, parce que je pense qu'ils désirent ne plus suivre le secteur d'activité. Donc c'est vrai que ce sont des moments forts, violents, parce que déjà, c'est vrai que c'est des périodes où on ne se sent pas forcément bon professionnellement. Forcément, on n'a pas d'activité, on nous dit un peu non essentiel, et on a des partenaires qui nous suivent depuis des années, qui ont, entre guillemets, été contents d'être là quand nous, on marchait, et le jour où ça ne marche plus, et pourtant on n'est pas forcément déficient, et qu'on est, à mon avis, quand même au bout du tunnel, ils nous abandonnent et peuvent mettre en péril même notre business, à nous demander de rembourser aussi rapidement. Il y aura un retour de bâton, vous pensez? Je ne suis pas sûr, mais ça c'est... Alors, deux dernières questions. Là, maintenant, il va y avoir la réouverture. Il faudra qu'il y ait une réouverture. Il va y avoir des belles affaires à faire, non? Oui, ça, je pense, des belles affaires. Après, si on peut c'est appeler très ça... cynique, ce voilà, que je parce que je ne suis pas sûr que ça soit des belles affaires, mais il y aura forcément des affaires à faire. Moi, entre guillemets, je vais déjà me concentrer à ce que mon groupe réouvre bien, d'une façon pérenne, en effet, remettre l'ensemble de mes collaborateurs sur le bateau. Et puis voilà, je ne vais pas trop me concentrer sur ce qu'il y a à faire ou pas en dehors des affaires que j'ai actuellement déjà. Et dernière question, quelles leçons doit-on ou va-t-on tirer, selon vous, de cette période? La fragilité de cette activité que vous pensiez indestructible, comment ça va exister maintenant dans votre façon d'appréhender l'avenir, sur d'autres projets? C'est l'option maintenant, l'option elle est intégrée dans le processus de réflexion? Ça fait que confirmer ce que disaient nos grands-mères, il faut vivre l'instant présent parce qu'on ne sait vraiment pas ce que l'avenir nous réserve. Eh bien, Jérôme, merci beaucoup. On va terminer sur cette belle maxime de votre grand-mère. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau TLS+. D'ici là, comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt. Au revoir.